Le concept d'emploi des forces terrestres marque la transformation de l'armée de terre. Objectif, faire face à l'évolution des menaces en s'appropriant les nouveaux champs de la conflictualité dans l'environnement informationnel et le cyberespace. Ce nouveau concept s'inscrit dans une logique interarmée. Il prend en compte la profondeur de l'espace de bataille et les effets dans les champs immatériels. Il intègre d'emblée la montée en puissance de Scorpion et son appropriation par les forces. Le concept d'emploi des forces terrestres pose les fondations de l'armée de terre dont la France a besoin. Madame la ministre, mon général, mesdames, messieurs, bienvenue à la présentation des capacités de l'armée de terre 2021 en direct du plateau de Versailles-Satory et sur vos réseaux sociaux. Cette année encore, et dans ce contexte sanitaire toujours particulier, l'armée de terre a déployé un échantillon représentatif de sa richesse humaine et de ses matériels majeurs pour vous faire découvrir à un lieu unique l'essentiel de ses savoir-faire et de ses savoir-être. La présentation dynamique à laquelle vous allez assister depuis la tribune s'articulera autour de 3 séquences qui se dérouleront sur des théâtres différents, que ce soit en opération extérieure ou sur le territoire national. Pour vous expliquer ces différents tableaux et vous transmettre des éléments de compréhension, nous donnerons la parole à des spécialistes en duplex ou devant la tribune. Je serai aussi accompagné par 2 journalistes de terrain, Alice et Florent, qui vous feront vivre cette présentation au plus près de l'action. Vous aurez également sur les écrans à ma gauche et à ma droite des informations techniques sur le matériel engagé durant les opérations. Mais avant cela, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général d'armée Pierre Schill, va ouvrir la PCAT sur la thématique du concept d'emploi des forces terrestres. Mon général, je vous cède la place. Madame la ministre, mesdames et messieurs les parlementaires, madame la secrétaire générale, messieurs les chefs d'état-major, monsieur le commandant de la composante terre de l'armée royale de Belgique, cher Pierre, major général Andriac, Army Europe and Africa Deputy Commanding General, mesdames et messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les maires, membres de l'Association des villes marraines, chers auditeurs de l'IHEDN, chers invités de l'armée de terre, chers amis alliés et étrangers. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui à Satory pour cette 2e édition de la présentation des capacités de l'armée de terre, la PCAT. C'est l'opportunité pour l'armée de terre de vous exposer le plus concrètement possible comment ces hommes et ces femmes agissent pour défendre notre pays, ses habitants et ses intérêts. Cette journée donne aussi l'occasion d'apprécier les avancées réalisées dans la modernisation entreprise avec le programme Scorpion. Cet automne, un premier jalon est atteint puisque le Griffon et son système d'information et de commandement sont déployés au Sahel au sein du groupement tactique Corrigan formé autour du 3e régiment d'infanterie de marine. Nous avons retenu cette année le thème du concept d'emploi des forces terrestres. La vision stratégique de l'armée de terre, élaborée il y a un peu plus d'1 an, définit un ensemble de projets à réaliser. Et ils sont répartis selon 4 axes prioritaires. Le premier,
des hommes à la hauteur des chocs futurs. Le second, des capacités permettant de surclasser nos adversaires. Ensuite, un entraînement centré sur l'engagement majeur. Et enfin, la simplification du fonctionnement, gage d'efficacité et de résilience. Le concept d'emploi des forces terrestres constituait le projet numéro 1. C'est le socle du plan défini pour disposer d'une armée de terre durcie, l'armée de terre dont la France a besoin. Ce document fondateur apporte des éléments de réponse aux interrogations suivantes. Quel est l'environnement stratégique ? Quelle est l'offre stratégique terrestre adaptée aux enjeux des 15 prochaines années? Quelles sont les combinaisons tactiques possibles en vue de nos engagements aéroterrestres? Comment les forces terrestres intègrent-elles des alliés et des effets dans les nouveaux espaces de conflit? Comment l'armée de terre s'intègre-t-elle à la manœuvre interarmée? Ce document nourrira donc les études et les analyses sur la participation des forces terrestres aux 5 fonctions stratégiques de notre défense. L'armée de terre poursuit sa modernisation pour répondre aux ambitions de la France en matière de défense. La modernisation en cours est probablement la plus importante depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est celle de la révolution numérique appliquée au domaine opérationnel. À travers l'adoption en 2019 d'une loi de programmation militaire de remontée en puissance, notre pays a fait le choix de disposer d'une défense forte en consolidant son statut de puissance d'équilibre. Ce choix découle des conclusions de la revue stratégique de 2017, conclusions qui ont été confirmées en début d'année 2021. En effet, si on porte un regard rétrospectif sur l'année écoulée, nous pouvons constater combien un retour au calme n'est pas à l'ordre du jour. Malheureusement, le réchauffement n'est pas seulement climatique. Le chiffre des dépenses militaires mondiales pour l'année 2020, 2 000 milliards de dollars, établit un record depuis la fin de la guerre froide. Le mercure des ambitions de puissance est donc au plus haut. Au mois d'octobre dernier, les affrontements entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie peuvent être considérés comme le deuxième conflit de haute intensité du XXIe siècle, après celui de 2014 au Donbass. Au mois de mai dernier, au Proche-Orient, les hostilités entre l'armée israélienne et les groupes armés de Gaza révèlent la puissance militaire atteinte par des acteurs non étatiques. Cet été, la dissolution des forces afghanes et la chute du gouvernement à Kaboul ont suscité des interrogations sur l'évolution des équilibres de la région et les assurances données par nos alliances. Aujourd'hui même, l'hypothétique déploiement de groupes paramilitaires dans certains pays d'Afrique illustre les modalités d'une compétition qui se livre en dessous du seuil des affrontements. Dans cette compétition permanente, l'enjeu est de contrôler l'escalade et de dissuader la montée vers la contestation et surtout vers l'affrontement. La capacité à agir avec efficacité et crédibilité dans cette phase de compétition est déterminante pour gagner la guerre avant la guerre. La compétition accrue entre États est une réalité. Il s'agit donc d'envisager les 2 extrémités d'une même échelle continue, des affrontements, de la compétition à la guerre. L'hypothèse la plus dangereuse est celle d'un engagement majeur. Il est donc impératif de pouvoir y faire face, mais la plus probable, et elle est même certaine, nous en constatons les manifestations tous les jours, est celle d'une instrumentalisation des conflits périphériques par des États qui cherchent à contester nos positions. Ils veulent créer des situations de fait acquis ou de contournement, ils usent de procédés d'influence ou de duperie des opinions, ils mènent des offensives couvertes, y compris cyber. Les armées doivent donc apporter des solutions aux conflits qui se dérouleront dans ces zones grises face à des stratégies au caractère de plus en plus hybride. Pour gagner la guerre avant la guerre, l'armée de terre doit disposer de capacités cohérentes, équilibrées et crédibles. Ces effets stratégiques ne peuvent être atteints sans capacité. Depuis les capacités les plus élémentaires, celles qui sont à hauteur d'homme, jusqu'à celles qui mobilisent les technologies les plus développées.
Depuis ma prise de fonction au mois de juillet, j'ai pu mesurer à quel point l'armée de terre était une armée d'emploi, déployée en opération et qui paye le prix du sang pour la défense de la France et de ses intérêts. En 2020, 16 de nos camarades ont perdu la vie sur les théâtres d'opération. 33 ont été grièvement blessés. Le 24 septembre dernier, le sergent Maxime Blasco est tombé, les armes à la main, dans le combat contre les groupes armés terroristes au Sahel. Nous avons donc une pensée pour nos blessés, une pensée pour leurs familles et les familles endeuillées. Ils méritent notre respect et notre plus profonde reconnaissance. À l'occasion de mes premières visites, j'ai constaté que nous avons une armée de terre solide, dont le moral est très bon. L'engagement opérationnel de nos unités, la livraison de nouveaux équipements, de l'armement de petit calibre au Griffon, en passant par les treillis de nouvelle génération, ainsi que la confiance dans le commandement sont les sources de satisfaction pour nos soldats. Les hommes et les femmes de l'armée de terre sont dévoués au service de leur pays et déterminés à accomplir leur mission. Si vous échangez avec eux, quand vous aurez l'occasion de les croiser sur les stands ou de les rencontrer au cours de cette journée, vous observerez avec quelle passion ils mènent leur métier. Nos soldats participent à l'accomplissement des missions confiées à l'armée de terre, missions qui comprennent 2 dimensions complémentaires. Première dimension, il s'agit de défendre notre pays face à la dangerosité du monde, à se tenir prêt à parer toute éventualité dans un contexte stratégique incertain. La perspective d'un engagement majeur ne peut être envisagée que dans le cadre d'une alliance ou d'une coalition. Pour exercer ces responsabilités, la France a pour ambition de jouer un rôle de nation cadre au sein d'une coalition. Par conséquent, l'interopérabilité opérationnelle et l'interopérabilité technique avec nos alliés sont fondamentales. Au Sahel, avec la Task Force Takuba, la France joue un rôle moteur et d'intégration par le biais de cette coopération européenne. La mission Lynx, en Estonie, quant à elle, constitue une belle opportunité de développer notre interopérabilité opérationnelle. J'ai pu le constater sur place au mois d'août dernier. L'interopérabilité capacitaire se développe avec nos alliés belges notamment, grâce au projet CAMO, extrêmement ambitieux, et à l'élargissement de la communauté Scorpion. Deuxième dimension de nos missions, au quotidien, nos soldats participent à la défense de la cité. Les missions Sentinelle et Résilience en sont les plus emblématiques. Dans le cadre de la mission Sentinelle, environ 7000 soldats sont mobilisés chaque jour. L'opération Résilience a contribué à faire face à la crise sanitaire de la Covid-19. En cas de catastrophe naturelle ou d'incendie, c'est l'action d'unités spécialisées, comme la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, ou les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, bien sûr, qui interviendront, mais aussi ce sera l'engagement de l'ensemble de l'armée de terre aux besoins. Nos soldats sont fiers et enthousiastes, lorsque les situations l'exigent, d'assister et de protéger les Français. L'armée de terre, armée des territoires, armée de jeunes, est un atout pour notre pays. Elle porte auprès de notre jeunesse un témoignage de solidarité, d'énergie, de service et de bien commun supérieur. La jeunesse est au cœur du 3e projet porté par ma vision stratégique. Il s'agit de contribuer à l'éducation, aux enjeux de défense et d'apporter les réponses que des jeunes se posent, répondre aux simples curieux, comme répondre à ceux qui s'interrogent pour rejoindre nos rangs. L'armée de terre contribue ainsi à renforcer la cohésion et la résilience de la nation. Elle poursuit également sa modernisation et anticipe les transformations générées par la robotique, les évolutions technologiques et aussi l'intelligence artificielle. Pour autant, quelle que soit l'évolution du champ de bataille, le soldat demeure et demeurera l'instrument premier du combat. L'armée de terre doit donc s'attacher à conserver son esprit guerrier et développer ses forces morales. C'est un axe d'effort fondamental qui fait l'objet d'un projet important de ma vision stratégique. Dans quelques instants, vous allez assister à la démonstration dynamique. Cette année, la présentation des capacités de l'armée de terre comporte 4 particularités. Tout d'abord,
vous pourrez observer les débuts de l'intégration des robots avec le projet Vulcain. L'armée de terre imagine l'emploi des systèmes automatisés à l'horizon 2040 et identifie dès à présent les possibilités offertes par l'innovation robotique. Deuxièmement, la présentation montre le rôle de plus en plus important des drones. Dans le combat aéroterrestre, l'armée de terre disposera en 2023 de 3000 drones. Il y a là une évolution importante dans notre manière de combattre. Troisièmement, la participation de l'armée de l'air et de l'espace et de nos partenaires allemands et belges illustre la dimension intégratrice de l'armée de terre dans la logique énoncée par le concept d'emploi des forces terrestres. Quatrièmement, enfin, l'armée de terre a souhaité mettre en avant une capacité discrète mais primordiale, celle de l'accompagnement des blessés. Je vous encourage donc à échanger avec les membres de la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre, la CABAT. Ils vous accueilleront chaleureusement sur leur stand pour vous présenter leur action qui est remarquable. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente présentation dynamique. Merci mon général, je vous laisse regagner votre place en tribune. La PCAT 2021, c'est maintenant, c'est tout de suite. Nous constatons chaque jour que le monde dans lequel nous vivons est un monde dangereux et instable, où les alliances se font et se défont du jour au lendemain, où l'ami d'hier devient l'ennemi d'aujourd'hui. Pour résumer, les relations internationales s'inscrivent dorénavant dans le triptyque compétition, contestation, affrontement. Ce contexte mouvant peut amener la France à envisager un engagement majeur. Pour comprendre le rôle que peut jouer l'armée de terre dans ce contexte, je vous propose de retrouver Bertrand, notre expert en géostratégie, qui va nous présenter les différentes zones de tension dans lesquelles la France entend jouer un rôle. Oui, bonjour Arnaud. Je vous propose de faire un focus sur les deux points chauds du globe, qui sont la rue d'Ely et la zone frontière entre le Randunnia et la Montsabéry. La rue d'Ely, partenaire de longue date de la France, a connu une grave crise politique en 2012. La France a dû y intervenir sous mandat de l'ONU pour instaurer un cessez-le-feu entre les forces loyalistes et les rebelles de la province émeraude. Malgré cela, le processus de réconciliation piétine. Nous savons de sources sûres que la Montsabéry pousse ses pions dans la province émeraude car son sous-sol recèle d'importantes réserves minières. Nous pouvons donc dire que la rue d'Ely est devenue un théâtre de compétition entre la Montsabéry et la France. Sur le plan militaire, des mercenaires montsabérois sont présents dans la province émeraude pour conseiller les anciens rebelles. Du côté français, un groupement interarmes est toujours présent dans le pays afin de conduire des actions de partenariat militaire opérationnel au profit de l'armée rudélienne. Deuxième point chaud, les tensions entre le Randunnia et la Montsabéry. La situation à la frontière, Arnaud, est critique et l'on peut craindre de revivre une séquence identique à celle de 2016, au cours de laquelle la Montsabéry avait annexé une province du Guillaumistan, autre pays frontalier. Le pouvoir montsabérois conteste l'ordre régional établi. Pour cela, il s'appuie sur une stratégie indirecte qui est fondée sur la revendication de liens culturels et ethniques, mais également en mettant en œuvre des opérations de déstabilisation dans tous les champs de la conflictualité. Actions de cyberespace, dans l'environnement informationnel ou encore dans la formation de milices. Si les tensions montaient encore d'un cran, le Randunnia devra probablement solliciter en dernier recours l'appui des Nations Unies face à son puissant voisin. Merci Bertrand. Mais alors, quel impact ces crises peuvent-elles avoir sur la France ?
Eh bien Arnaud, vous connaissez l'importance de la communauté rudélienne en France, qui est toujours prompte à descendre dans la rue lorsqu'il s'agit de soutenir ou au contraire de dénoncer l'action de la France dans ce pays. Pour la Montsabérie, si la France venait à prendre part à une coalition déployée en territoire randunien, nos intérêts pourraient par exemple, dans un premier temps, être la cible d'attaques dans ce que l'on appelle les champs immatériels, comme par exemple l'espace cyber. Merci Bertrand. Pour faire face à l'évolution du contexte international, l'armée de terre doit forger des hommes aptes à encaisser le choc. Elle a ainsi progressivement durci son entraînement et se prépare au combat du futur. Ce durcissement repose notamment sur la densification de l'entraînement. Je vous propose de retrouver en duplex le colonel Arnaud, en direct du commandement de l'entraînement et des écoles du combat interarmes. Mon colonel, quelle est la mission du COM de CIA ? Le commandement de l'entraînement et des écoles du combat interarmes fédère sous un commandement unique les écoles de formation et les centres d'entraînement. Dans le cadre du déploiement du programme Scorpion, ce commandement divisionnaire agit en incubateur de la transformation Scorpion. Au profit des forces terrestres, il agit en intégrateur de capacités, en mettant à disposition des espaces d'entraînement et des méthodes rénovées pour que les diverses fonctions opérationnelles et le commandement spécialisé puissent se préparer à combiner leurs effets en cas d'engagement majeur. Alors, comment l'armée de terre a-t-elle durci la préparation opérationnelle ? L'évolution de la conflictualité impose un durcissement et un changement d'échelle des activités de notre préparation opérationnelle. Nous avons d'ores et déjà densifié et renforcé notre offre d'entraînement, en proposant désormais dans nos centres spécialisés des rotations d'une durée de 3 semaines. Ces exercices permettent d'aguerrir les combattants et leurs chefs en les confrontant dans la durée à un niveau d'adversité renforcé qui représente toutes les menaces et la complexité d'un champ de bataille, dans les champs matériels comme immatériels. Ce réalisme des mises en situation s'accompagne également d'une réflexion sur de nouvelles méthodes d'entraînement pour la manœuvre à tir réel, pour, à terme, s'approcher au plus près des conditions d'engagement et de délivrance des feux interarmes. Ce changement d'échelle nécessite également le développement de solutions innovantes, telles que le théâtre d'opérations hybrides partagées, combinant, au sein d'un même exercice, espace réel et virtuel, unités réelles et simulées, pour que nos postes de commandement s'entraînent avec l'ensemble des forces et capacités qu'ils auraient à commander lors d'une opération. Merci mon colonel. Dans la décennie qui vient, l'armée de terre devra faire face à des crises et à des guerres très différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui. Les exigences des engagements probables imposent de durcir l'armée de terre en adaptant la formation et l'entraînement pour disposer d'hommes à la hauteur des chocs futurs. Dans le même temps, l'armée de terre réfléchit au combat du futur, c'est-à-dire au-delà de 2030. Cette volonté de se projeter et d'innover s'illustre notamment au travers du projet Vulcain. Le colonel Jean, qui est chef de la section emploi à l'état-major de l'armée de terre, est en train de nous rejoindre et il va nous parler de ce nouveau projet. Mon colonel, bienvenue. Est-ce que vous pouvez nous parler du projet Vulcain ? Alors, guidé par la réflexion sur le champ de bataille de 2040, le projet Vulcain a pour objectif d'établir une vision de l'emploi futur des robots dans le domaine militaire, afin de construire progressivement la capacité robotique de l'armée de terre 2040. Cette démarche éclaire Titan et contribuera à la supériorité opérationnelle de l'armée de terre. Vulcain vise à fédérer 3 approches complémentaires qui sont représentées par le triangle du logo Vulcain. Il s'agit d'abord de l'approche doctrinale, qui doit concevoir et décrire ce que le chef tactique peut et doit attendre dans 10, 15, 20 ans de l'apport des systèmes automatisés futurs aux opérations militaires. Cette réflexion dans le champ tactique est très créative et s'appuie sur des outils de simulation pour évaluer la plus-value tactique d'unités tactiques robotisées, intégrées au champ de bataille, formées de nombreux systèmes autonomes. Ces réflexions présentent le risque d'être de la science-fiction et pour s'en prémunir, l'approche doctrinale s'ancre dans le concret par l'exploration dans le domaine robotique et de l'innovation, grâce aux unités spécialisées que sont le Battle Lab Terre et la section Vulcain créée cette année. Il s'agit ensuite de l'approche capacitaire dans le domaine robotique qui évolue dans un monde foisonnant d'avancées technologiques. Le projet Vulcain fédère les acteurs du ministère d'une part, Délégation générale pour l'armement, Agence d'innovation et de défense, et les opérationnels que nous sommes, avec d'autre part le monde industriel, académique et les instituts spécialisés. Ainsi, Vulcain propose à la BITD un cadre et une perspective à long terme, et simultanément, Vulcain est doté des outils
qui permettent de saisir les opportunités qu'offre une industrie en perpétuelle évolution, aussi bien dans un cadre national qu'européen. L'approche opérationnelle, enfin, permet dès aujourd'hui l'emploi de primo-capacités robotisées de différentes natures, comme vous allez en voir en dynamique ou sur les stands. Elle permet d'exploiter dès à présent notre avantage technologique, se prémunir des capacités adverses et d'en tirer les enseignements concrets et immédiats. Le robot qui m'a rejoint et qui vient de partir est un Orox, robot de l'Institut Saint-Louis, institut franco-allemand à but non lucratif. C'est un robot tactique polyvalent élaboré avec l'appui du Battle Lapter. Il peut porter un blessé, du matériel pour soutien logistique, mais aussi une tourelle téléopérée. Et il illustre la rupture technologique de l'autonomie de décision procurée par l'intelligence artificielle. Grâce aux ordres de navigation qu'il a reçus, il se déplace en autonomie et a rejoint un groupe de la 13e demi-brigade de Légion étrangère, à droite de la tribune. Il dispose de sa propre intelligence embarquée qui analyse le cheminement, comme vous avez pu le voir sur les écrans. Dans sa catégorie, c'est l'un des plus performants de France et il pose les bases du développement de ce qui pourra être le coéquipier de demain. Alors, il a été guidé en mode push me, c'est-à-dire que sans télécommande, il adapte son mouvement à l'avancée de l'opérateur qui le suit. Le chef de groupe qui a suspecté une menace a envoyé le robot en tête et cette position en première ligne permet de réduire l'exposition des hommes. Le groupe a détecté une menace au niveau de la butte et de la Maison Blanche au fond de tableau. Et le chef de groupe envoie le robot préciser le renseignement grâce à sa liaison vidéo dont il dispose et l'opérateur qui télécommande le robot vers la zone choisie. Le robot mémorise l'itinéraire qu'il emprunte sans utiliser de système GPS. Sur le trajet, le robot est maintenant victime d'un brouillage. Il perd la liaison avec l'opérateur, il est isolé et coupé des moyens GPS ou de communication. Et pour cette séquence, il a été programmé pour revenir de manière autonome jusqu'au dernier point de route, tout au fond. Vous le voyez en train de suivre le cheminement inverse de l'allée en totale autonomie et vous avez une vue sur les écrans de la façon dont le robot perçoit son environnement. Pour le thème tactique, le chef de groupe rebroussera chemin pour pouvoir faire intervenir un élément plus lourdement équipé. Voilà. En quelques minutes, vous venez de voir le genre d'expérimentation menée méthodiquement par le Battle Lapter et la section Vulcain du centre d'entraînement aux actions en zone urbaine. Cette approche qui allie innovation et expérimentation tactique permet d'intégrer rapidement de nouvelles technologies et ainsi garantir la supériorité au combat de nos unités. Mon colonel, une question, est-ce qu'à terme, les robots vont remplacer les soldats? Alors, pour certaines tâches, oui, c'est tout l'intérêt. Les tâches répétitives, dangereuses, à faible valeur ajoutée, autant les faire par des robots. Et concentrer nos hommes là où ils sont indispensables. Robotiser l'armée de terre, c'est développer pour 2040 l'aptitude de l'armée de terre à déléguer une partie des tâches, composantes, missions tactiques à des systèmes automatisés ou des unités tactiques robotisées. Il s'agit de réaliser la meilleure synergie homme-machine en fonction de l'enjeu et de la complexité des tâches pour améliorer les effets de masse, d'endurance, tout en maîtrisant et en augmentant et en accélérant la compréhension de la situation. Alors, je tiens à souligner que le contrôle est et sera conservé par l'homme, en particulier pour l'emploi des systèmes d'armes létaux, comme l'affirme le rapport du comité d'éthique sorti en début d'année 2021. C'est bien l'homme qui décide, l'homme qui commande. Merci beaucoup, mon colonel. Si l'armée de terre se prépare et innove sans cesse, c'est pour être prête à tenir son rang auprès de ses partenaires et au contact de ses compétiteurs. L'armée de terre est une armée d'emploi expérimentée, capable d'agir dans la profondeur stratégique partout où nos intérêts sont menacés. C'est le cas en rue d'Ely, comme nous l'avons vu avec notre expert géopolitique. La situation y est d'ailleurs de plus en plus tendue. Je vous propose de retrouver en direct de l'ambassade de France notre envoyé spécial. Florent, vous avez la liaison. Oui Arnaud, je suis en face de l'ambassade de France en rue d'Ely. Je suis en présence de notre attaché de défense sur place, le colonel Bruno. Mon colonel, quels sont les enjeux de notre présence militaire ici en rue d'Ely ? Dans le cadre de nos accords de défense, nous déployons un détachement permanent en rue d'Ely. Ce détachement s'inscrit dans notre déploiement outre-mer et l'étranger que nous appelons nos forces prépositionnées. Nos forces prépositionnées sont constituées d'une part de forces de présence et de forces de souveraineté. Leur mission principale est d'être en mesure de prévenir et de réagir en cas de tentative d'attaque contre notre souveraineté nationale. Mon colonel, au vu des événements récents ici en rue d'Ely, est-ce qu'on peut craindre que la situation dégénère et pourquoi pas en affrontement militaire ?
Alors la situation actuelle en rue d'Ely fait l'objet de toutes nos attentions. En effet, un groupe d'ex-rebelles menace depuis quelque temps de marcher sur la capitale. Par ailleurs, des mouvements importants d'agitation ont lieu dans la province de l'Émeraude, située dans l'est du pays et qui est le berceau de l'opposition et de la rébellion. Et donc tous ces éléments sont pour nous un sujet d'attention. Par ailleurs, des manifestations violentes ont déjà eu lieu dans la capitale de la rue d'Ely, menaçant des représentations et les intérêts français. Nous continuons à dérouler nos activités de coopération et les exercices qui ont démarré l'été dernier. Notre détachement présent en rue d'Ely est en mesure de changer de posture et, si la situation l'exigeait, d'intervenir pour essayer de rétablir l'équilibre dans le pays. Merci mon colonel de votre intervention. Nous, les équipes d'envoyés spéciaux sur place ici en rue d'Ely, vont suivre très attentivement la situation. Merci Florent, merci mon colonel. Effectivement, les forces de présence et les forces de souveraineté jouent un rôle préventif et contribuent à l'anticipation des crises et à l'amélioration de la connaissance de nos adversaires potentiels. Elles permettent d'adopter une posture dissuasive en constituant des blocs de forces robustes et réactifs. Au-delà de ce rôle dissuasif, elles développent des partenariats militaires qui contribuent aussi à la prévention des conflits à travers la formation, l'entraînement, le conseil et l'accompagnement au combat de nos partenaires. À propos de partenariat, Florent, je crois que vous suivez un groupe à l'instruction. Oui, tout à fait Arnaud. Je suis avec la section du lieutenant Côme qui justement est en train de dispenser derrière moi une formation sur le tir de combat à cette unité de l'armée rudélienne. Mon lieutenant, à quoi sert ce type de partenariat ? Écoutez, pour clarifier un peu cet exercice, je vous propose d'abord de vous décrire le dispositif. Vous avez là deux groupes de combat avec des instructeurs de tir qui portent les bérets. Et dans chaque groupe, vous pouvez voir en kaki les soldats français qui forment et qui montrent l'exemple aux soldats rudéliens qui sont en treillis sable. Ce partenariat militaire de l'armée de terre, il permet d'abord de mieux connaître les unités des pays partenaires. Il permet également de renforcer leur capacité opérationnelle puisque nous les soutenons au tir, lors des entraînements, de l'instruction. Et évidemment, si on nous en donne l'ordre, nous sommes prêts à partir au combat avec eux. Donc vous l'aurez compris Arnaud, la mission du lieutenant Côme ne se limite pas à de la formation, elle est aussi en mesure d'aller plus loin et d'accompagner au combat cette unité de l'armée rudélienne. Et d'ailleurs c'est un scénario plus que probable si les milices rebelles reprennent les armes ici en rue d'Ely. Merci Florent. À travers ces actions conventionnelles, l'armée de terre délivre des messages aux compétiteurs de la France. Néanmoins, lorsque les tensions augmentent, l'armée de terre peut contribuer à contrer toute tentative de fait accomplie grâce à sa réactivité et à sa capacité à conduire des opérations ciblées. En effet, grâce aux forces spéciales terre, l'armée de terre peut conduire des opérations d'ampleur limitée, mais de portée stratégique. Mon colonel, bonjour, est-ce que vous pouvez nous parler du lieu où vous vous trouvez et de vos missions ? Alors, je suis actuellement dans le centre des opérations, plus précisément au centre de traitement et de diffusion du renseignement. C'est ici que vont converger toutes les informations obtenues par les différents capteurs déployés pour cette mission. Alors que ce soit du renseignement venant des drones, des satellites, des équipes de recherche, des capteurs techniques, tout converge ici. Donc les analystes qui sont ici derrière moi vont mettre en base, fusionner, recouper, analyser le renseignement et fournir un appui direct et en boucle courte aux opérations. Donc actuellement, nous suivons une équipe de recherche du 13e régiment de dragons parachutistes. Elle est déployée sur le terrain auprès d'une personnalité d'intérêt. Donc cette source, appelons-la comme ça, dispose d'informations capitales, stratégiques même pour la force. Nous suivons l'entretien depuis tout à l'heure et la source a mentionné une menace avérée qui pèse sur elle. Et elle est particulièrement inquiète. Donc nous avons orienté nos autres capteurs pour préciser cette information et nous avons maintenant la certitude que la menace est réelle et imminente. Nous avons donc demandé l'extraction en urgence de la source, mais aussi de l'équipe. Merci mon colonel. Pour faire baisser les tensions, les forces prépositionnées relèvent leur niveau d'alerte. Et d'autre part, le commandement de la force peut décider de mener des actions ciblées. Justement, Alice, vous êtes avec les forces spéciales.
Arnaud, je suis dans le Caracal des forces spéciales avec le SAS, le STIC Action Spéciale. Ce sont ces commandos qui vont procéder à l'extraction de la personnalité d'intérêt. Le chef de groupe SAS reçoit en permanence et en temps réel des mises à jour de la situation tactique et du renseignement sur l'évolution de la menace au sol par le CO grâce au système Phébus. Les équipiers vont descendre en corps de lisse et sécuriser la zone grâce à 2 appuis. La patrouille motorisée avec le véhicule opération spéciale déjà sur place au sol et la gazelle Gatling qui nous appuie en vol. Pour la récupération du VIP, le temps au sol sera extrêmement court car chaque seconde augmente la vulnérabilité de la machine. Ok. Les 2 véhicules ennemis qui se sont dévoilés sur votre gauche viennent d'être neutralisés par les forces spéciales, dont la Gazelle Gatling du 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales à l'aide de son minigun, capable de délivrer 3000 coups par minute. Le groupe action du 1er régiment parachutiste d'infanterie de marine vient d'être mis au sol par corde lisse à l'aide d'un caracal. Les opérateurs vont récupérer et évacuer la source humaine dans le bâtiment situé à votre droite. Les 3 véhicules devant vous ont appuyé la mise au sol de ces opérateurs. Au premier plan, un véhicule opération spéciale de patrouille, le Vospat. Le véhicule qui vient de manœuvrer sous vos yeux est un véhicule tactique léger MRZR. Ils sont accompagnés par un pick-up appartenant à la force partenaire rudélienne en fond de tableau.
Cette action qui met particulièrement en avant les forces spéciales terres s'inscrirait en réalité dans un cadre interarmé. Avec les forces spéciales, l'armée de terre dispose de capacités de renseignement, mais aussi d'action spéciale dans la profondeur des champs de bataille. Elles emploient des modes d'action innovants et compensent un volume de force restreint par une efficience maximisée et l'emploi de moyens modernes. Vous l'avez compris, la situation est devenue extrêmement tendue en rue d'Ely. La France craint l'effondrement du pouvoir en place. Pour l'éviter, elle va déployer des actions ponctuelles et ciblées qui désamorceront le conflit dans l'intention de gagner la guerre avant la guerre. Par exemple, l'armée de terre peut décider de saisir un objectif stratégique comme un aéroport pour y accueillir des renforts ou assurer l'évacuation de ressortissants. Pour cela, profitant du grand rayon d'action de l'A400M, l'armée de terre peut engager n'importe où dans le monde et sur court préavis un volume de force significatif. Cet élément de réaction rapide peut être généré à partir de l'échelon national d'urgence, qui est fort d'environ 5000 hommes et qui inclut notamment des unités de la 11e brigade parachutiste. Florent, vous êtes avec les commandos parachutistes qui viennent d'être largués à proximité de leur objectif. Oui, effectivement, Arnaud, je suis avec les commandos parachutistes qui se sont infiltrés sur la zone par OAP. OAP pour opération aéroportée. Le but de l'opération, là, ça va être la saisie de l'aéroport. Et là, il y a un premier mur qui vient de s'insérer juste derrière moi. Et on va le voir, là, le but, c'est vraiment de la prise de la tour de contrôle. Là, on va rester derrière le premier mur. Pour garantir notre sécurité, et on peut effectivement avoir une menace en face de nous, mais vous allez voir, tout va se passer extrêmement rapidement, comme c'est le cas. Mais il n'y a pas de précipitation, ces hommes sont de vrais professionnels, ils se connaissent par cœur. Et d'ailleurs, ils ne sont pas seuls, il y a des anges gardiens dans les airs, vous pouvez déjà les entendre. Je parle bien sûr d'un hélicoptère Gazelle et d'un hélicoptère Tigre qui sont là pour les appuyer et les protéger. D'ailleurs, ce groupe au sol, ils sont composés de 9 commandos, mais il y a aussi un 10e homme. Et c'est le 10e homme, il est dans la Gazelle et c'est un tireur d'élite des commandos parachutistes. Là, une fois les ennemis neutralisés, pour ces commandos parachutistes, la mission ne s'arrête pas là, puisqu'il faut encore baliser la zone pour permettre l'arrivée des renforts. La tour de contrôle, à présent saisie par les commandos, les communications ennemies sont neutralisées. Grâce à cette première phase, les renforts parachutistes peuvent s'emparer des pistes d'atterrissage. Ce sont les hommes du 1er régiment de hussards parachutistes que vous voyez devant la tribune. C'est maintenant au tour du génie d'entrer en scène pour préparer le terrain. À droite, les sapeurs du 17e régiment du génie parachutiste s'assurent de la dureté du sol. Ils engagent un tracteur niveleur aérolargable qui prépare la piste pour le poser d'aéronef gros porteur. Cette capacité unique en Europe permet à la 11e brigade parachutiste de rétablir une plateforme aéroportuaire rapidement et de créer un pont aérien vers la métropole ou des forces prépositionnées. Dans les airs, la Gazelle et le Tigre sont toujours présents pour sécuriser la zone.
Eh bien, une fois l'aéroport tenu et sécurisé, c'est l'heure pour ces éléments précurseurs de rentrer à la maison, si je puis dire. Et là, ils vont prendre cet hélicoptère Caïman qui est un peu leur taxi qui va les raccompagner vers leur zone de débriefing. Le NH-90 Caïman est un hélicoptère polyvalent capable d'assurer des missions de combat, de sauvetage ou encore de transport de troupes. Sa soupe est en mesure d'accueillir jusqu'à 12 soldats équipés. Merci Florent. Il est temps pour vous de quitter la rue d'Ely car nous vous attendons à Paris. L'opération complexe à laquelle vous venez d'assister, favorisée par le dispositif des forces prépositionnées en rue d'Ely, a permis la projection rapide d'une composante terrestre complète, robuste et dissuasive afin d'y affirmer la volonté française. On me dit en régie que Bertrand, notre expert en géostratégie, souhaite nous parler. Il se passe des choses à Paris. Oui Arnaud, tout a commencé par l'organisation de plusieurs manifestations en France et en Europe. Ces mouvements de contestation ont été accompagnés par une violente campagne sur les réseaux sociaux. Cette campagne accuse la France de ne pas respecter le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Une nouvelle étape a ensuite été franchie lorsque le président de la République française a annoncé sa volonté de prendre la tête de la coalition internationale qui se déploiera en Rudénia, afin de contrer les incursions montsabéroises qui s'y font de plus en plus nombreuses. Par ailleurs, plusieurs actions intrusives sur le territoire national pourraient être imputées à la Montsabérie, comme par exemple l'assassinat de Bernard, intellectuel randunien et principal opposant à la politique montsabérienne, des tentatives de piratage de sites institutionnels français et enfin, pour finir, l'attentat déjoué devant le siège du comité d'amitié franco-randunienne situé à Strasbourg. En réaction, le volume des forces engagées dans l'opération Sentinelle vient de remonter à 10 000 hommes, essentiellement déployés en Île-de-France et dans les principales agglomérations. Merci Bertrand. Sur le territoire national, l'armée de terre a adopté une posture réactive de protection et de soutien à la population, participant ainsi à la résilience globale. Elle est prête à agir de manière plus massive si besoin, grâce à une organisation du commandement et des soutiens capable de basculer sans délai dans un dispositif de crise. Cette posture de protection terrestre permet notamment à l'armée de terre de renforcer les forces de sécurité intérieure en cas d'attaque terroriste. Elle s'appuie également dans ce contexte sur la mobilisation et l'emploi des réserves. Et elle met en œuvre des capacités variées telles que la protection NRBC, nucléaire, radiologique, biologique, chimique, ou alors la lutte anti-drone. Florent, où êtes-vous et que se passe-t-il ?
Eh bien écoutez Arnaud, je suis avec la force Sentinelle en face de l'ambassade de la Randonnia en France. Le dispositif a été renforcé au vu de l'évolution de la menace avec des moyens bien spécifiques d'ailleurs, comme ce fusil anti-drone équipé d'un brouilleur hyper fréquence qui neutralise les communications des drones. Et d'ailleurs c'est ce qui est en train de se passer puisque juste en face de l'ambassade, eh bien, un drone qui représentait une menace est venu aux abords de l'ambassade et la force Sentinelle vient de le neutraliser. Je le vois qui est à terre. Néanmoins, le drone constitue une menace et le chef de détachement, j'entends une explosion, je vois un bus, de la fumée. Le dispositif Sentinelle reste aux abords de l'ambassade, mais le chef de détachement a appelé les renforts. Et Arnaud, dès que j'en sais plus, je reviens vers vous. Merci, soyez prudents. Une fois la bulle de sécurité établie par les soldats de l'opération Sentinelle, les moyens de secours de la brigade de sapeurs de pompiers arrivent sur place. Cette unité de l'armée de terre est mise à disposition pour emploi auprès de la préfecture de police de Paris. Chaque année, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris réalise près d'1 demi-million d'interventions. Ils sont cette fois accompagnés par une unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, mise à disposition pour emploi, quant à elle, auprès du ministère de l'Intérieur. Ces deux unités mènent des actions de secours à la population sur le territoire national comme à l'étranger. D'un gaz qui nous est encore inconnu. Bon, les secours viennent d'arriver, mon capitaine, qu'est-ce qui se passe? Nous avons été appelés pour l'explosion d'un bus suivi de l'émanation d'un gaz qui nous est encore inconnu. Donc pour le moment, en première intention, j'ai à ma disposition 2 véhicules de secours et d'assistance aux victimes, un véhicule d'intervention NRBC et un fourgon Pompton léger pour l'incendie. Dans cette mission, je suis appuyé par les experts de la sécurité civile. Mais là, je dois vous laisser, il faut que j'aille donner mes ordres et demander les renforts. On va aller voir les experts de la sécurité civile. Mon adjudant, qu'est-ce qui se passe? Et surtout ce véhicule, qu'est-ce que c'est? Je vois un analyste rentrer derrière. Tout à fait, en fait c'est un véhicule, c'est un laboratoire qui est sur roue, qui est capable, avec mes techniciens et mes analystes, de pouvoir faire des prélèvements et afin d'analyser et de donner une aide à la décision au commandant des opérations de secours. Et c'est... Ah, attention, j'entends une explosion, on va se mettre à l'abri, Arnaud. Il semblerait que ce soit une attaque multisite, on n'en sait pas plus pour le moment. On va essayer de se rapprocher de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris pour avoir un peu plus d'explications. Je vois le capitaine arriver. Mon capitaine, qu'est-ce qui est en train de se passer, mon capitaine? Il y a une deuxième explosion qui a retenti. Donc s'il s'agit d'un attentat multisite, là je vais me redéployer avec mon fourgon incendie pour aller circonscrire le feu et faire le sauvetage d'éventuelles victimes. Suivez-moi. Donc on va les suivre, Arnaud, bien entendu, on va essayer de rester à distance. Je rappelle que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris interviennent toutes les minutes pour protéger les Français. En appui, évidemment, vous voyez la force Sentinelle qui sécurise aussi le site, alors que vous voyez l'immeuble en flammes en face de moi, mais la rapidité d'intervention des pompiers fait qu'ils sont déjà sur place pour neutraliser les flammes. Alors à l'heure actuelle, ils vont établir une lance pour circonscrire l'incendie et leur deuxième équipe vont aller extraire les victimes derrière le bâtiment. Donc le bâtiment a vraiment été très fragilisé par l'explosion. Et est-ce qu'il pourrait y avoir des victimes dans les étages, mon capitaine, que vous ne pourriez pas aller secourir? Tout à fait. Donc pour ça, on a aussi des unités spécialisées pour faire cette recherche en milieu urbain. Donc voilà. Donc là, vous l'aurez compris, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris est en train de circonscrire le feu. On va quand même rester un petit peu à distance, mais on voit arriver des hommes de la sécurité civile. Il semblerait qu'il y ait 2 victimes prises dans l'immeuble ici. Donc la sécurité civile devrait mobiliser des moyens qui leur sont propres, des moyens extrêmement spécifiques pour aller les secourir. D'ailleurs, j'entends un hélicoptère
un hélicoptère qu'on peut entendre et qu'on peut voir. C'est un hélicoptère Cougar qui justement va se positionner. On va s'écarter un petit peu parce que avec les pattes de l'hélicoptère, les flammes viennent vers nous. Donc on va s'écarter un petit peu. Et effectivement, c'est cet hélicoptère Cougar qui va venir secourir les victimes. Eh bien, pris dans les décombres. Vous voyez l'hélicoptère Cougar qui déploie une nacelle, la nacelle Escape, et c'est un outil extrêmement précieux puisque cette nacelle permet d'aller secourir des victimes prises au piège. Donc là, dans ce cas de figure, c'est dans cet immeuble, mais ça peut aussi être des victimes prises au piège dans les feux de forêt, par exemple, ou bien lors de crues. Donc les unités de la sécurité civile interviennent avec cette nacelle qui peut emporter jusqu'à 10 personnes et 1500 kilos de matériel, ce qui est absolument énorme. Et je tenais à rappeler que ces unités, que ce soit les sapeurs-pompiers de Paris ou bien les unités de la sécurité civile, eh bien eux aussi prennent des risques au quotidien, mais pour une seule mission, se porter au chevet des Français. L'armée de terre contribue à la résilience de la nation dans le cadre de la posture permanente de protection terrestre. L'opération Sentinelle est l'action la plus visible de la posture permanente de protection terrestre. En moyenne, environ 3000 hommes sont déployés quotidiennement sur le terrain. Au-delà de Sentinelle, l'armée de terre peut mettre au profit des populations des moyens spécifiques, comme cela a été le cas des épisodes Sevenol, l'ouragan Irma, ou encore dans le cadre Héphaïstos, une posture d'alerte estivale de lutte contre les feux de forêt. Merci Florent. Bertrand, vous, de votre côté, est-ce que vous avez plus d'informations sur l'origine de ces attentats? Eh bien écoutez Arnaud, d'après les premiers éléments de l'enquête, l'attentat à la bombe chimique commis dans un bus parisien aurait été perpétré par un groupe terroriste montsabérois. Si jusqu'à présent les actions menées par l'adversaire étaient restées sous le seuil de l'affrontement, il est donc désormais très clair que nous entrons dans une phase de contestation avérée. La communauté internationale se mobilise pour soutenir le Randunien face à la Montsabérie. Les troupes de l'OTAN facilitent la montée en puissance d'une coalition multinationale dont la composante terrestre sera commandée par la France. Nous pouvons donc dire, Arnaud, qu'on s'achemine vers un conflit de grande ampleur. Merci Bertrand. Vous l'avez compris, l'affrontement est inévitable. C'est le tableau numéro 3.
Les unités de l'armée de terre se préparent et cultivent l'esprit de réactivité afin d'être engagées sans préavis sur n'importe quel théâtre d'opération, tout en renforçant la protection du territoire national. L'armée de terre est apte à s'engager dans tous les milieux, comme l'illustrent les capacités amphibies détenues par la 6e brigade légère blindée et la 9e brigade d'infanterie de marine, ou alors les capacités grand froid détenues par la 27e brigade d'infanterie de montagne. Concrètement, sur le terrain, dans un conflit majeur, l'armée de terre est capable de mettre sur pied, sur court préavis, une composante terrestre et assurer une contribution déterminante dans le commandement d'une opération en coalition. C'est le cas dans le cadre de l'opération Freedom for Rendunia, une opération menée dans le cadre d'une coalition internationale à laquelle la France va contribuer et dont la mission sera de rétablir l'intégrité territoriale de ce pays. Cependant, le recueil de renseignements est un préalable indispensable à toute opération. Et ce, afin de dissiper ce que les chefs militaires appellent le brouillard de la guerre. Je vous propose tout de suite de retrouver le général Barrot en direct de Strasbourg. Merci mon général de nous consacrer quelques instants et de nous éclairer sur le renseignement. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le renseignement et à quoi ça sert ? Alors le renseignement, c'est l'analyse d'une somme d'informations pour juger d'une situation et pour prendre une décision. Pour le chef militaire, il s'agit de lever l'indétermination sur l'intention de l'ennemi et de caractériser la menace. Et pour cela, la force du commandement du renseignement, c'est d'avoir dans sa main deux composantes. Une composante fixe et une composante déployable et projetable. Alors cette composante déployable et projetable, elle est incarnée par le groupement renseignement multicapteur. Donc d'un côté, on a cette composante déployable et projetable, et de l'autre, une composante fixe, incarnée par les centres spécialisés du Comrance, qui opèrent ensemble dans ce que j'appelle la manœuvre des centres. Merci mon général. Qu'entendez-vous par la manœuvre des centres ? Il s'agit de coordonner et de mettre en synergie l'ensemble de ces centres spécialisés pour coller aux besoins. C'est le centre de renseignement terre qui est chargé de la manœuvre des centres. Et effectivement, ce CRT doit assurer la coordination, l'évaluation, l'ajustement et la relance de la recherche et l'enseignement et coller aux besoins de renseignement terre validés par l'état-major de l'armée de terre. Les centres sont en quelque sorte des sentinelles de l'armée de terre qui, grâce à leur posture permanente de renseignement, c'est-à-dire qu'ils sont 24 heures sur 24 sur le pont, assurent la couverture de ce besoin. Mon général, et comment cela se concrétise-t-il sur le terrain ? Alors sur le terrain, on a vu cette notion de reachback avec des centres en appui à distance. Le commandement du renseignement est présent à deux niveaux. En renforçant les cellules renseignement des divisions du corps d'armée et des brigades interarmes, par des experts du monde de l'exploitation, et également à travers les groupements recherche multicapteurs de niveau division et corps d'armée, qui doivent couvrir l'ensemble du champ de bataille. Alors, les défis du combat sont à l'image de l'ambition de l'armée de terre. Il nous faut aujourd'hui gagner la bataille de la profondeur. On le fait à travers deux efforts complémentaires. Le premier, c'est l'infiltration d'unités multicapteurs légères associées à des capteurs abandonnés pour construire et densifier un maillage dans la profondeur. Et ça également en utilisant, et c'est notre deuxième axe, des capteurs prépositionnés à l'arrière dont la portée et l'élongation viennent couvrir le dispositif de l'avant. Merci beaucoup mon général. Mais l'armée de terre n'est pas la seule à œuvrer dans le domaine du renseignement. Ainsi, l'armée de l'air et de l'espace offre pour sa part des capacités de renseignement de portée stratégique, couplées à une véritable force de frappe. Vous venez de le voir sur les écrans, ce sont les images d'un plot logistique ennemi sur lequel sont rassemblés des véhicules tactiques, et ce, à plusieurs dizaines de kilomètres de la zone de déploiement des forces terrestres. Ce plot logistique a été détecté par un Rafale qui va ensuite pouvoir le détruire. Une telle frappe s'intègre pleinement à la manœuvre aéroterrestre dans la mesure où elle contribue à façonner l'ennemi dans la profondeur. Ce sont aussi autant de blindés que les forces terrestres n'auront pas à affronter. Maintenant,
vous les voyez arriver sur votre droite, c'est un détachement multicapteur qui s'apprête à renseigner sur l'ennemi, et ce, afin de déterminer son intention. Alice, je crois que vous êtes insérée dans la colonne. Arnaud, je suis à bord du VAB Catiz. C'est un véhicule de l'avant blindé doté d'une capacité terrestre d'interception de zone. Et je suis avec le capitaine Eric, chef du détachement multicapteur que tu as derrière toi. Mon capitaine, pouvez-vous m'expliquer quelles sont vos missions, s'il vous plaît? Bonjour. Alors les missions de notre détachement multicapteur, ça va être de recueillir et de renseigner la force. Et donc on va recueillir des informations. Ceci pourquoi? C'est afin de permettre au chef interarmes de disposer de toutes les informations nécessaires à la planification et à la conduite de sa manœuvre. Dans un deuxième temps, notre mission, ça va être également de faire l'acquisition d'objectifs clés de l'ennemi afin de permettre de les neutraliser. Là, nous sommes actuellement en pleine manœuvre. L'ennemi n'est pas très loin. Est-ce que vos équipes ont détecté quelque chose? Alors oui, tout à fait. Grâce à la Catiz, on a pu intercepter et localiser on va dire un PC ennemi, et avec notre vol drone on a pu préciser le renseignement, et donc on a transmis les informations à nos chefs. Merci mon capitaine. Arnaud, je pense qu'on va bientôt partir en mission, donc je vous rends l'antenne. En tête de colonne, vous apercevez une patrouille de recherche dans la profondeur sur véhicules blindés légers et sur quad du 2e régiment de hussards, spécialisé dans la recherche humaine. Vous pouvez également voir devant vous la mise en œuvre d'un perçant par un opérateur du 54e régiment de transmission. Ce matériel, dirigé manuellement, va permettre de repérer les communications ennemies. Également est en train d'être déployé un brouilleur portable qui va permettre de créer une véritable bulle de silence autour des forces françaises et leur permettre ainsi de dissimuler leurs intentions. Enfin, vous pouvez voir un micro-drone NX-70 mis en œuvre par un élément du 61e régiment d'artillerie. Déployable en moins de 2 minutes, ce drone de recherche va permettre aux opérateurs de renseigner sur les activités ennemies dans un périmètre de 5 km, de jour comme de nuit. Aujourd'hui, l'ensemble des unités de l'armée de terre mettent en œuvre des drones aériens à des fins de recherche et de renseignement. L'armée de terre atteindra le nombre de 3000 drones à l'horizon 2023. Cela constitue l'un des projets stratégiques de ces prochaines années. Il permettra d'intégrer la composante drone aux autres capacités de l'armée de terre afin de sécuriser la bulle aéroterrestre. Ainsi, les unités de l'armée de terre disposent d'un panel varié de drones permettant d'acquérir du renseignement au profit direct des régiments. Un rayon d'action jusqu'à 30 km avec les nano- et micro-drones tels que le Black Hornet, le drone du génie ou encore le système mini-drone de renseignement. Au-delà, avec des drones tactiques tels que le Patroller livré en 2022 qui peut acquérir du renseignement jusqu'à 450 km. L'armée de terre occupe une position de référence en matière de drones, tant au niveau interarmé qu'interministériel. En parallèle des moyens que vous venez de voir, l'armée de terre développe ses capacités à agir dans les champs immatériels, c'est-à-dire tout ce qui touche à la perception, à Internet, au cyberespace, aux opérations d'influence, aux opérations de désinformation, à la guerre électronique.
Ces actions stratégiques visent à lutter contre les tentatives d'intrusion ou de déstabilisation sans écarter la possibilité d'affaiblir son adversaire. Regardez sur vos écrans, c'est en train de se passer une action cyber menée contre le réseau logistique montsabérien, combinée au brouillage des communications, désorganise complètement la manœuvre ennemie. Pour revenir aux capacités de détection électromagnétique dont nous parlait Alice tout à l'heure, le dispositif de commandement ennemi est dévoilé. L'analyse des éléments recueillis permet à la force d'organiser des frappes précises dans la profondeur. Florent, vous avez rejoint le centre opération de la force Freedom for Rendunia. Oui Arnaud, je me trouve dans le poste de commandement de l'opération Freedom for Rendunia. Ce PC a été spécialement conçu pour l'opération et comme vous pouvez le voir derrière moi, il est composé aussi bien d'éléments de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de l'espace, de la marine nationale, mais également de nos alliés qui sont membres de la coalition. Je suis en présence du chef d'état-major de ce PC, le colonel Laurent. Mon colonel, est-ce que vous pouvez nous décrire à l'instant T un petit peu la situation? Oui Florent. Après plusieurs semaines au cours desquelles la tension est montée à la frontière entre le Rudonia et la Montsabérie, les milices Ruby sont parvenues à s'emparer de plusieurs villes majeures dans la province frontalière. Leurs offensives ont bénéficié d'un fort appui de la part de la Montsabérie, que ce soit par des préparations d'artillerie, des actions des forces spéciales, de l'appui aérien ou encore de la guerre électronique. Face à ce déchaînement de violence, l'armée randunienne a été balayée et les milices Ruby se sont emparées de plusieurs points clés. Alors, quels sont les objectifs de l'opération Freedom for Rendunia? Il s'agit de reprendre ces points clés et c'est pour cela que la France a projeté sur ce théâtre une structure de commandement de niveau division ainsi que 2 des 3 brigades interarmes qui lui sont subordonnées, la 3e étant constituée par des unités alliées. Alors mon colonel, comment est-ce que vous comptez débuter cette opération? En préambule à l'engagement terrestre, une manœuvre de déception fondée sur la diffusion de fake news sur les réseaux sociaux en Montsabérie et dans la zone frontalière, combinée avec des frappes aériennes ciblées, a amené la Montsabérie à revoir le déploiement de ses moyens de défense solaire au détriment de son premier échelon, ce qui va faciliter au final l'appui des troupes au sol de la coalition par ses moyens aériens. Mais j'imagine, mon colonel, que ces moyens aériens, ce n'est qu'un préalable à des opérations terrestres. Effectivement, nous sommes actuellement en train de planifier un raid blindé qui doit nous permettre de rétablir la situation en repoussant les milices au-delà de la rivière Dorna, laquelle sépare la région en 2. Donc Arnaud, vous l'aurez compris, maintenant place au raid blindé et en direction la Dorna. Le moment est donc venu pour la force de se mettre en ordre de bataille. Ce type de mission coup de poing n'est possible que parce que l'armée de terre détient des capacités d'agression puissantes et précises pour conduire un engagement brutal et décisif, que ce soit par le feu direct avec des chars, des missiles ou des hélicoptères, ou indirect avec une artillerie dotée de moyens modernes comme le canon César ou le lance-roquettes unitaire qui viennent de se déployer sur la droite de la tribune. L'armée de terre combine ses capacités avec celles de nos alliés pour obtenir la masse nécessaire à vaincre un ennemi de force égale. Ainsi, comme vous le verrez, des unités allemandes et belges sont déployées au sein de la division française dans le cadre de cette opération Freedom for Rendunia. Alice, vous venez de rejoindre le détachement tactique Griffon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la mission se prépare ? Oui, alors je vais rejoindre le lieutenant Angèle avec ses 4 griffons, chacun armé par un groupe de combat. Mon lieutenant, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous m'expliquer quelle est votre mission et quel dispositif vous avez sous vos ordres? Bien sûr, ma mission c'est de m'emparer de Fox 4 du sud vers le nord. Mon dispositif, avec moi, j'ai 4 griffons et je vais être précédé par des fennecs de nos alliés allemands. Ils collecteront un maximum de renseignements avant que je monte à l'offensive. Cette offensive, je vais le mener avec nos camarades belges qui seront eux embarqués à bord de Piranha. Dès qu'on s'est emparé de Fox 4, on livre une ligne de débouchés pour les Leclerc et les VBCI qui lanceront la contre-attaque. Très bien, alors vous avez 4 griffons à commander. Comment faites-vous pour donner vos ordres? Comment l'information circule-t-elle? Je vous laisse embarquer juste derrière moi dans le griffon. Je vais vous montrer comment je prépare et je commande en mission avec le pilote. Très bien. Alors ici, je me trouve à la place du chef tactique dans le griffon. Je vais avoir ici 2 écrans. Un écran qui me permet de voir ce que voit mon tireur doucette et un écran, le plus important, qui me permet de gérer le CICES et donc d'avoir l'infovalorisation. L'infovalorisation, c'est dire que j'ai toutes les positions de mes amis et également les positions des ennemis repérés devant moi.
Ce traitement instantané de l'information, il permet de lever ce que Clausewitz appelle le brouillard de la guerre. Moi, en tant que chef, ça me permet de prendre mes décisions plus rapidement et surtout plus rapidement que l'ennemi. Là, je dois vraiment partir maintenant en mission. Donc je vous laisse, je prépare mes missions. On se voit à l'issue. Très bien, bonne mission, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous l'avez compris, Scorpion ne se limite pas au renouvellement des véhicules les plus anciens. Il apporte de nouvelles capacités à nos forces. Il permet le combat collaboratif grâce à la technologie embarquée. Avec le programme Scorpion, l'armée de terre est entrée dans l'ère de l'infovalorisation. Son but, c'est de disposer rapidement d'informations pour comprendre la situation et agir au plus vite en liaison terrain jusqu'au plus bas échelon. Les combats auxquels vous allez assister ne sont pas représentatifs des dimensions de la bulle aéroterrestre. Ils ne tiennent compte ni des capacités d'acquisition, ni des capacités d'agression des matériels qui vont vous être présentés. Grâce aux informations recueillies précédemment par le détachement multicapteur, le lance-roquette unitaire vient de détruire le poste de commandement ennemi. Cet engin d'artillerie chenillé est capable d'atteindre sa cible à une distance de 70 km avec une précision de 5 mètres. Au premier plan, voyez 2 Fennecs de l'armée allemande. Le Fennec est un véhicule blindé léger de reconnaissance. Chargé de la surveillance des champs de bataille, il dispose d'équipements de haute technologie lui permettant d'observer dans la profondeur. Il déploie actuellement son système d'observation qui lui permet de délivrer de précieux renseignements. Les Fennecs, pris à partie, ripostent avant de rompre le contact, masqués par un écran fumigène. Fennec, suivi pour la prise à partie. Piranha appuie. À partir des lisières Est, appuyez la reconnaissance de Fox 4. En avant. En avant. Griffon, Piranha, en premier échelon du dispositif. Saisie de Fox 4. En avant. Griffon, reçu, en avant. Piranha, reçu, en avant. Suite à la prise à partie des véhicules de reconnaissance alliés, le capitaine relance l'action. En fond de tableau, 2 Piranhas belges se sont positionnés en lisière de la forêt, en appui. Les Griffons du 21e régiment d'infanterie de marine arrivent sur la ligne de contact, accompagnés de 2 Piranhas de l'armée belge. Un Griffon, je suis arrivé aux abords sud de Fox 4, je démotorise. Les sections de fantassins débarquent et se préparent à reconnaître le terrain. En arrière, un poste de tir de missiles moyenne portée est déployé en prévision d'un durcissement des combats. Disposant d'une portée de 5000 mètres, ce missile anti-char peut neutraliser des véhicules blindés de dernière génération.
5630 5630, angle 780 0780 à mon commandement. César, prêt pour le tir de contre-batterie. César, feu. César, section tir. La position des Griffons a subi un tir d'artillerie potentiellement de nature chimique. Le niveau d'alerte est porté à son maximum. Les fantassins se sont équipés de leurs masques de protection. Les canons César ont réalisé des tirs de contre-batterie sur l'artillerie ennemie, ceci grâce aux capacités de détection du radar Cobra qui a décelé les positions tir ennemies. Vous pouvez voir le radar Cobra positionné au niveau des conteneurs bleus en fond de tableau. Afin de lever le doute sur la menace au niveau des Griffons, un véhicule de détection chimique du 2e régiment de dragons est déployé sur la zone. Il est en train d'effectuer ses prélèvements. LRBC, détection négative. Pour le sous-groupement, suite à la détection négative par un RBC, levée d'alerte, poursuite des reconnaissances. Suite à la levée de doute, le niveau de menace chimique est abaissé. Les fantassins retirent leur équipement de protection et poursuivent le combat. Piranha, appuie, visuel sous de reconnaissance ennemie, je détruis. Piranha, destruction. Griffon, pour moi, 2 VCI ennemis, on approche. 800 mètres nord de ma position. Je suis en mesure de détruire avec mes moyens anti-char et mon missile moyenne portée. Griffon suivi, destruction à ton initiative. Griffon reçu, compte rendu en fin d'action. L'ennemi décide de déployer son premier échelon composé d'éléments d'infanterie motorisée. Griffon pour moi, 2 VCI ennemis détruits. Impact neutralisé. 3 blessés armés, constitution d'une unité blessée en arrière de mon dispositif. Durant ce rude combat, les combattants débarqués ont neutralisé l'ennemi, notamment à l'aide de grenades à fusil, de lance-roquettes AT-4CS, de missiles moyenne portée et à l'aide des Team Spike belges. Griffon, suivi pour le compte rendu. Leclerc et VBCI. Bascule en échelon 1 du SELETIA pour saisir de Fox 4 par contre-attaque. En avant. L'ennemi décide d'engager son 2e échelon blindé composé de chars. Pour faire face à cette riposte, le capitaine contre-attaque avec les moyens les plus puissants à sa disposition pour faire la différence et emporter la décision. Ce sont les chars Leclerc, les véhicules blindés du combat d'infanterie et l'hélicoptère Tigre.
L'armée de terre doit pouvoir être capable de s'opposer à un ennemi qui ne renoncera à rien et qui possède des systèmes d'armes de force égale. Il va sans dire que dans ce genre d'engagement, cela occasionnera des pertes humaines et matérielles considérables et qu'il faut pouvoir les régénérer, les traiter. Ça, c'est la mission de la logistique opérationnelle. Escorté par des unités de circulation, le convoi logistique se déplace en sûreté. Il est capable d'assurer son autoprotection pendant les mouvements, mais aussi pendant les haltes. Il contribue également à la protection des zones logistiques de circonstance. L'armement individuel et les armes de bord permettent de disposer d'une puissance de feu adaptée. Le convoi donc regroupe plusieurs sous-fonctions logistiques qui permettent aux unités d'avoir les moyens de vivre, de se battre, de se déplacer pour régénérer le potentiel de combat. Il s'agit d'une manœuvre interarmes, voire interarmée, qui intègre les différentes directions et services, comme le service de l'énergie opérationnelle ou le service de santé des armées. Le convoi logistique que vous voyez derrière moi, en fait, achemine vers les unités au contact toutes les ressources nécessaires, comme le carburant, les munitions, les pièces de rechange, ou encore les produits et les équipements complets qui ont été endommagés pendant les combats. Florent, vous, je crois que vous avez rejoint le nid de blessés. Oui, les VAB sanitaires viennent d'arriver sur le point de regroupement des blessés. Et quand on parle de prise en charge des blessés, c'est vraiment une course de la montre qui s'enclenche. C'est la raison pour laquelle les soldats de l'armée de terre sont formés au sauvetage au combat. C'est-à-dire qu'ils sont en mesure, au plus près de la zone de combat, d'une part de stabiliser, puis de catégoriser les blessés dans ce qu'on appelle un nid de blessés, c'est-à-dire un endroit protégé des feux directs. Ensuite, les blessés sont pris en charge et sont évacués vers ce qu'on appelle un poste médical avancé, c'est-à-dire une antenne médicale la plus proche de la zone de combat. Mais cette évacuation médicale peut aussi être d'ordre stratégique en fonction de la gravité de la blessure et elle peut s'étendre jusqu'à la France dans nos hôpitaux d'instruction des armées. Tandis que le sous-groupement Dragon, que vous voyez juste derrière moi, a rencontré des difficultés dans sa progression et a subi de nombreuses pertes, le sous-groupement Salamandre, qui lui évolue à plusieurs dizaines de kilomètres, a atteint son objectif, le fleuve Dorma. Un point de franchissement a été équipé au moyen d'un engin de franchissement de l'avant et le franchissement a débuté, vous avez des images sur les écrans. Tout en menant cette manœuvre, le sous-groupement est en train de tracter un char endommagé lors des combats à l'aide d'un dépanneur de char Leclerc, un DCL. Donc les blessés ont été traités, ils ont été rapatriés vers la France pour y recevoir les soins adaptés à leurs blessures dans les hôpitaux d'instruction des armées. À présent, c'est la CABAT, la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre, qui les prend en charge et les accompagne tout au long de leur parcours de reconstruction. Je vous propose de retrouver les gens de la CABAT en direct avec eux depuis la Maison des Familles. Mon colonel, pouvez-vous nous présenter la CABAT ? Oui, créée en 1993 par le chef d'état-major de l'armée de terre, la CABAT a pour mission de soutenir immédiatement, puis dans la durée, les blessés en service et les familles de nos camarades décédés en service. Dès la survenue de l'événement, la CABAT intervient en appui des unités et des familles. C'est pourquoi je m'adresse à vous depuis la maison des blessés et des familles de l'hôpital d'instruction des armées de Percy. Créée en 2015 au sein de l'hôpital Percy, cette maison permet à la famille d'être aux côtés du blessé lors de son hospitalisation. C'est ici que la CABAT accueille immédiatement, après le rapatriement d'un blessé, sa famille. Le plus souvent, elle sera accompagnée par un représentant du bureau environnement humain de l'unité du militaire blessé. L'action de la CABAT s'inscrit ensuite dans la durée. Composée d'un groupe de référents et d'experts agissant sur les volets social, juridique, administratif et la réinsertion professionnelle, la CABAT accompagne alors le blessé et sa famille. Véritable tour de contrôle, la CABAT veille alors à la coordination de l'ensemble des acteurs institutionnels, privés et associatifs qui vont agir tout au long du parcours du blessé jusqu'à sa réinsertion dans l'institution ou sa reconversion dans le secteur civil. Merci mon colonel. Pouvez-vous nous parler de la blessure psychique ? Le suivi des blessés, plus particulièrement des blessés graves en congélon, démontre une augmentation très forte des blessés psychiques en état de stress post-traumatique.
L'armée de terre comptabilise aujourd'hui près de 70% de blessés psychiques. Et si 80% des blessés physiques arrivent aujourd'hui à retrouver une place dans l'institution militaire, soit comme militaire, soit comme civil de la défense, la très grande majorité des blessés psychiques rejoindra le milieu civil. La réinsertion sociale et la reconversion sont donc de véritables enjeux. De nombreux acteurs vont donc intervenir pour permettre aux blessés de reprendre confiance en eux et d'acquérir les outils leur permettant de valoriser, de transposer leurs compétences militaires en ressources adaptées au milieu de l'entrepreneuriat. Ainsi, immédiatement puis dans la durée, l'armée de terre accompagne le blessé en service et les familles. Merci mon colonel pour votre action auprès des blessés de l'armée de terre et leurs familles. Le nouveau concept d'emploi des forces terrestres décrit les actions probables de l'armée de terre qui s'inscrivent en permanence dans le triptyque compétition, contestation, affrontement et envisage notamment l'éventualité d'un engagement majeur. Bien sûr, cela passe par le durcissement de la préparation opérationnelle, la modernisation des systèmes d'armes, l'appropriation du combat dans les champs immatériels, comme cela vous a été présenté tout au long de la PCAT. Les 3 tableaux qui vous ont été proposés ont traité tous les aspects du concept d'emploi des forces terrestres. Vous l'avez affiché. Le concept d'emploi des forces terrestres, est une armée de terre entraînée au combat de haute intensité, disposant de capacités adaptées et modernes, combinant les effets dans l'ensemble des champs. Intégrale est une armée de terre intégrale et intégratrice pour prévenir, surprendre, intimider et combattre. Ils viennent de se mettre en place devant la tribune, ces jeunes gens qui ont choisi, d'une manière ou d'une autre, de se mettre au service de la nation en rejoignant une des composantes de l'armée de terre. Je vous propose d'aller brièvement à leur rencontre et vous pourrez bien entendu les retrouver sur la présentation statique pour découvrir toute la richesse de leur parcours et de leur origine. Bonjour, je suis étudiante au BTS Cyberdéfense du lycée militaire de Saint-Cyr-l'École. Bonjour, je suis engagée volontaire sous-officier en formation maintenance aéronautique au CETAT à Bourges. Bonjour, je suis engagé volontaire au sein de l'armée de terre en formation de maintenance mobilité terrestre au sein de Bourges au CETAT. Bonjour, je suis un volontaire expert du 2e RSMV. Bonjour, je suis élève officier à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et je participe au programme des Cordées de la réussite. Bonjour, je suis volontaire stagiaire au service militaire volontaire. Bonjour, j'ai participé au partenariat Grandes Écoles et je suis officier de réserve au 40e régiment d'artillerie. Bonjour, je suis étudiant en Master 2 de Relations internationales que j'effectue en travaillant en alternance au sein de l'armée de terre. Bonjour, je suis élève au sein du lycée militaire de Saint-Cyr-l'École et plus particulièrement du BTS Cyberdéfense. Bonjour, je travaille dans le cinéma dans le civil et je suis également militaire dans le 24e régiment d'infanterie. Bonjour, moi je travaille dans l'informatique et je suis également réserviste au 24e régiment d'infanterie. Merci beaucoup. Vous l'aurez compris, ce sont bien les hommes Oui, ce sont bien les hommes et les femmes, les soldats, la jeunesse, qui sont le cœur de l'armée de terre. Et c'est bien cette complémentarité entre technologie, savoir-faire et savoir-être qui permettra à l'armée de terre d'affronter les chocs futurs et de vaincre pour conserver notre liberté. Madame la ministre, mon général, mesdames, messieurs, la présentation des capacités de l'armée de terre 2021 se clôture sur ces visages, sur ceux de nos soldats.
La présentation des capacités de l'armée de terre 2021, c'est fini. Merci de nous avoir regardés en direct. Je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux de l'armée de terre.